Bien qu'il soit crédité de moins de 2% d'intention de vote dans les sondages, Asselineau attire l'attention par ses prises de position radicales. Il se présente comme le candidat du Frexit, prônant la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Selon lui, l'Europe est en train de devenir une entité fédérale dominée par les États-Unis. François Asselineau, ancien inspecteur général des finances et déjà candidat aux élections européennes de 2014 et 2019, a pour objectif d'imposer un débat qui, selon lui, est interdit dans les grands médias. Il critique vivement le fait que ce débat n'ait pas lieu. Selon lui, cette élection est un véritable sketch, avec des candidats proposant chacun leur vision de l'Europe alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit en tant qu'eurodéputés. Le candidat de l'UPR souligne que pour changer l'Europe, il faudrait modifier les traités, ce qui nécessiterait l'accord de 27 gouvernements et 27 parlements nationaux, ce qui semble difficile à réaliser. Il insiste sur le fait que les eurodéputés n'ont aucun pouvoir réel dans ce processus. Asselineau propose une lecture de l'histoire différente de celle des autres partis politiques français. Selon lui, la construction européenne a été dès le départ placée sous l'autorité des États-Unis. Il craint que l'Europe ne devienne une entité fédérale dominée par les États-Unis, et que la France ne devienne qu'un État fédéré de peu d'importance. L'un des points les plus controversés de la position d'Asselineau est sa vision de la Russie. Souvent accusé de défendre des positions pro-russes, il affirme que le narratif contre la Russie nous mène tout droit vers la guerre. Il souhaite donc montrer à Bruxelles une véritable opposition sur tous les sujets, y compris la sortie de l'Union européenne, à l'instar de Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit. Asselineau cite d'ailleurs le cas du Brexit pour étayer ses arguments. Selon lui, le Brexit se passe bien, le Royaume-Uni ayant récemment dépassé la France en devenant le 4e exportateur mondial de biens et de services. Il souligne également que le salaire minimum au Royaume-Uni, qui était inférieur de 15% au salaire minimum français en 2016, est désormais supérieur de 10%. Malgré ses prises de position radicales, François Asselineau estime être régulièrement sous-estimé dans les sondages. Actuellement crédité de seulement 1% des intentions de vote, ce résultat est assez similaire à celui qu'il avait obtenu lors de l'élection présidentielle de 2017, où il avait réussi à réunir les 500 parrainages nécessaires et avait obtenu 0,92% des suffrages exprimés, se classant à la 9e position. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, nous allons voir arriver un déferlement de commémoration sur le débarquement du 6 juin 1944, qui va nous être présenté donc le 6 juin, opportunément 3 jours avant les élections européennes. Donc, bien entendu, on peut deviner à l'avance ce qui va se passer. On va nous faire les louanges des États-Unis d'Amérique qui sont venus libérer la France de l'Allemagne hitlérienne et donc chanter les louanges de l'alliance éternelle entre la France et les États-Unis, chanter les louanges de l'alliance entre l'Union européenne et les États-Unis et montrer que grâce à la construction européenne et grâce aux États-Unis, eh bien tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que nous sommes le camp des démocraties et nous allons avoir probablement de fines allusions tendant à comparer probablement Poutine à Adolf Hitler. Tout ceci sera appelé les commémorations du D-Day. Alors, je fais cette petite vidéo pour simplement démasquer ici une réécriture de l'histoire complète sur ce qui s'est vraiment passé le 6 juin 1944 et dans les jours suivants, et donc pour montrer à quel point il y a une vérité cachée, la vérité cachée du débarquement, qu'est-ce qu'il y avait derrière. La première chose qu'il faut savoir, lorsque j'étais jeune, d'ailleurs toutes les personnes qui ont mon âge ou plus âgées se le rappelleront facilement, eh bien on ne parlait pas de D-Day en France, on appelait ça le jour J. À partir de quel moment? Je pense que c'est dans les années 80-90 du XXe siècle, sous Mitterrand, que d'un seul coup, l'anglomanie, ou plus exactement l'américanomanie ambiante, a fait que progressivement, on a changé les expressions en français pour les appeler non plus jour J, mais le D-Day à l'américaine. Mais plus fondamentalement, il faut aller voir et aller relire ce qu'a dit l'un des acteurs principaux de la Seconde Guerre mondiale, et non des moindres, Charles de Gaulle, qui avait créé la France libre, le père de la résistance française à partir du 18 juin 40,
et qui explique exactement ce qui s'était passé le 6 juin 1944 et qui explique quelles étaient les arrière-pensées de Roosevelt et de Churchill, Churchill étant à la remorque de Roosevelt, le président des États-Unis. Et De Gaulle avait refusé de célébrer le 6 juin 1949 pour le 5e anniversaire. Il avait refusé de célébrer le 6 juin 1954 pour le 10e anniversaire. Il avait refusé de célébrer le 6 juin 1959 pour le 15e anniversaire. Et il avait refusé de célébrer le 6 juin 1964 pour le 20e anniversaire. À l'époque, en 1964, De Gaulle était à l'Élysée, au sommet de sa renommée et de sa popularité mondiale, et il s'est ouvert à Alain Peyrefitte des raisons pour lesquelles il refusait bec et ongle de célébrer le 6 juin 1944. Alors, les personnes qui sont précises, qui doutent de tout ça, se reporteront sur cet ouvrage que je cite maintes fois, et qui est le C'était De Gaulle, qui a été écrit par Alain Peyrefitte dans les années 1980. Alain Peyrefitte est aujourd'hui décédé. C'était un jeune ministre qui est ministre de l'Information sous De Gaulle et qui rencontrait Charles de Gaulle dans son bureau à l'Élysée, en tête-à-tête, plusieurs fois par semaine, notamment pour parler des questions concernant les relations avec la presse. Et Alain Peyrefitte a eu l'idée heureuse, à chaque fois qu'il sortait du bureau de Gaulle, il prenait des notes, et à chaque fois de consigner ça dans un endroit bien à part, pour pouvoir, le moment venu, et le moment venu est venu dans les années 80, eh bien, ressortir ces conversations. Alors c'est là que l'on peut mesurer, notamment dans le tome 2, qui est un trésor, qui est une mine d'informations sur ce que De Gaulle pensait de la construction européenne et des États-Unis, mais c'est là-dedans qu'il faut aller voir ce que disait De Gaulle, justement, du jour J et du débarquement. Alors, on va regarder ça ensemble parce que comme vous allez le voir, eh bien, la vérité historique est à 100 lieues de la représentation hollywoodienne que l'on va nous imposer dans les médias tous asservis à la géopolitique de Washington.